Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 octobre 2025 et notre ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bienvenue, Paul. Merci. Paul, commençons par ta compréhension du soi-disant plan de paix de Trump. Tu penses qu'il ne va pas fonctionner. Nous savons qu'Israël a attaqué Gaza après la signature de cet accord. Plus de 120 bombes ont été larguées sur les Gazaouis hier et aujourd'hui. Plus de 40 Palestiniens ont été tués, assassinés. Voici ce que Donald Trump a dit, sa réaction à ce que fait Israël. Israël a frappé Gaza aujourd'hui. Eh bien, nous allons devoir voir ce qui se passe. Nous voulons nous assurer que tout se déroule de manière très pacifique avec le Hamas. Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents, quelques tirs, et nous pensons que la direction n'est peut-être pas impliquée là-dedans. Vous savez, quelques rebelles à l'intérieur. Mais dans tous les cas, la situation sera gérée correctement. Le cessez-le-feu est-il toujours en vigueur? Qu'en penses-tu, Paul, avec toutes ces, controverses? Eh bien, Trump a clairement accusé le Hamas. Mais bien sûr, le Hamas n'a pas d'avion ni de bombes américaines à se larguer dessus. Hier, c'était le 10e jour du cessez-le-feu et Israël a bombardé des maisons, des écoles, des hôpitaux, tuant 45 personnes en blessant une centaine d'autres. C'est le 10e jour de violation du cessez-le-feu que Trump affirme toujours en vigueur. Donc comme je le pensais depuis le début, le cessez-le-feu n'en est pas vraiment un. C'était un moyen de tromper le Hamas, de récupérer les otages. Et bien sûr, ce ministre israélien a déclaré « Dès que nous aurons récupéré les otages, nous recommencerons à bombarder ». Et ils l'ont fait. Je trouve pathétique que Trump se ridiculise, qu'il ridiculise son pays. Je trouve pathétique que personne n'arrête ce génocide. Rien ne se passe. Et je trouve extraordinaire que les Palestiniens, depuis 47 ans, aient permis aux Israéliens de les éliminer village après village. Ils ne se sont jamais armés, ils ne se sont jamais unis. Ils étaient plus nombreux que les Israéliens. Ils auraient pu gagner une guerre. Ils n'ont rien fait. Les Arabes n'ont rien fait. Les démocraties occidentales n'ont rien fait. Et nous continuons à leur envoyer des bombes pour bombarder des femmes et des enfants. Nous continuons à envoyer l'argent pour acheter nos représentants à la Chambre, au Sénat et à la présidence. C'est donc une situation tout à fait stupéfiante. Les États-Unis n'ont pas de souveraineté. Ils ne peuvent rien faire que désapprouver Israël. Et peu importe ce que dit Trump, ce qu'il dit un jour, il dit le contraire le lendemain, ou ce qu'il dit le matin, il dit le contraire l'après-midi. Il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est clair comme de l'eau de roche. Les Israéliens vont éliminer la Palestine, et s'il le faut, tout le peuple avec. Et personne ne fait rien. Le plan de paix de Trump, c'était une sorte de ruse selon laquelle un gouvernement international allait prendre le contrôle de la Palestine. Mais bien sûr, il ne reste plus rien de la Palestine. Donc je pense que c'est déjà arrivé, en réalité. Et même les Russes, on pourrait croire qu'ils auraient un peu de bon sens. Mais il n'en est rien. Ils parlent encore d'une solution à 2 États. Où est l'État palestinien? Il n'y a pas d'État palestinien dans le plan de paix de Trump. Il y a un conseil de gouvernance internationale. Qui le nomme? Quels intérêts sert-il? Ceux d'Israël, bien sûr. Et peut-être les projets immobiliers de Trump pour Gaza. Paul, il y a eu une interview, 60 minutes à réaliser un entretien avec Steve Witkoff et Jared Kushner. On leur a demandé, avant la signature de l'accord, Jared Kushner s'était rendu à Gaza et avait vu ce qui s'y était passé. On lui a demandé comment il décrirait la situation, et il a répondu que cela ressemblait à l'utilisation de bombes nucléaires.
que tout était détruit, démoli. Puis on lui a demandé s'il pensait que ce qu'il voyait relevait d'un génocide. Il a répondu non, que ce n'en était pas un. Et ensuite, Steve Witkoff est intervenu et a dit qu'il pensait que ce n'était pas un génocide, mais une guerre. Quelle est cette guerre, selon vous? Était-ce une guerre? La guerre, c'est ce qui se passe en Ukraine. Deux armées qui s'affrontent. L'une est soutenue par les États-Unis et tout l'Occident. Et de l'autre côté, il y a une autre armée. Deux armées qui se battent avec des armes modernes et sophistiquées. Avons-nous la même situation en Palestine? Do we have the same situation in Palestine? No, of course not. No. Bien sûr que non. Le Hamas n'est pas une armée. Il n'a ni chars, ni artillerie, ni force aérienne. Les seuls missiles qu'il possède sont ces engins artisanaux relativement inoffensifs qui touchent rarement une cible. Ils se battent principalement avec des fusils, ou peut-être avec un type d'explosif qu'ils peuvent dissimuler dans les décombres pour qu'un Israélien marche dessus ou qu'un char passe dessus. Mais ce n'est pas une guerre, bien sûr que non, c'est un génocide. Si c'est une guerre, c'est une drôle de guerre, où presque toutes les victimes sont des mères et des enfants, dont aucun n'est armé. Donc non, ce n'est pas une guerre, c'est l'extermination du peuple en Palestine. Cela dure depuis 1947, cela ferait 78 ans. Ah! 78 years. And for 78 years, the world has done nothing whatsoever. Et pendant 78 ans, le monde n'a absolument rien fait à ce sujet. Mais il se pavane en parlant des grandes démocraties morales qui continuent de soutenir Israël pendant qu'elles détruisent la Palestine. Je veux dire, les cartes racontent l'histoire. Il suffit de les regarder. Il y a 4 cartes côte à côte. Au début, presque toute la Palestine est palestinienne, et à la fin, il ne reste que quelques minuscules points palestiniens. Le pays a donc été volé et au départ, la population a été chassée. Ils ont fini dans des camps de réfugiés en Jordanie et au Liban. Et si ma mémoire est bonne, les Israéliens ont en fait attaqué l'un de ces camps de réfugiés et tué tout le monde qui s'y trouvait. Je crois que c'était au Liban. Je ne me souviens pas vraiment. Les Israéliens ont commis tant de crimes horribles qu'il est difficile de tous les suivre. Mais rien n'a jamais été fait à ce sujet. Les Arabes n'ont jamais rien fait. Les Palestiniens eux-mêmes n'ont jamais rien fait. Ils ont donc, en quelque sorte, accepté leur propre anéantissement. Et la résistance est toujours venue d'un nombre relativement restreint de personnes. L'OLP, puis le Hamas. C'est une sorte de guérilla, une opération de petite envergure. Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas. Les États-Unis avaient autrefois des présidents capables de prendre une décision morale et d'avoir le pouvoir de la faire respecter. Même Carter n'était pas à ce point-là. Il savait, mais tu ne vois pas. Non, tu ne vois pas. Bien sûr, ils se sont débarrassés de Carter. Et quand il a publié son livre, comment s'appelait-il déjà? Paix, pas apartheid. Tous les Juifs du conseil du Carter Center ont démissionné. Et tout l'argent destiné à ces efforts pour combattre la cécité des rivières en Afrique et construire des maisons, les Juifs ont retiré tout l'argent. Mais tu sais, beaucoup de gens pensaient qu'Israël faisait une erreur, que les conséquences du traitement horrible des Palestiniens finiraient par se retourner contre eux, leur nuire, et que les Arabes finiraient par se soulever et les détruire. Mais bien sûr, il n'y a jamais eu la moindre indication de cela. Et comme je crois l'avoir déjà dit dans ton émission, je pense que le monde arabe est fini. Il n'y a plus d'État. Les États-Unis ont détruit le monde arabe sous le prétexte d'une guerre contre le terrorisme. Mais c'était en réalité une guerre pour Israël, dans l'intérêt du grand Israël. Cela a été organisé par les néoconservateurs sionistes. Ils ont utilisé le 11 septembre comme un nouveau Pearl Harbor pour vendre aux Américains insouciants, naïfs et inconscients le mensonge selon lequel nous étions attaqués par des terroristes musulmans
et qu'il fallait les tuer là-bas avant qu'ils ne nous tuent ici. Ainsi, toute l'histoire du XXIe siècle jusqu'à présent, le premier quart, les 25 premières années de ce nouveau siècle, nous avons mené des guerres pour Israël, tout en disant aux Américains que nous combattions des terroristes. Mais bien sûr, Kadhafi n'était pas un terroriste, Saddam Hussein n'était pas un terroriste, et Assad n'était pas un terroriste. C'est totalement absurde. Mais les Américains sont si mal éduqués qu'ils ne savent vraiment rien. Ils entendent simplement ce qu'on dit aux informations, et cela ne les intéresse pas vraiment. Ils se demandent ce que ça peut bien avoir à voir avec eux. Alors Israël a réussi. Donc tout est fini. Ce n'est plus qu'une question de savoir comment ça se termine. C'est enfin maquillé. Vous savez, Trump fait de son mieux pour l'embellir pour Israël, comme si c'était un grand accord de paix, le cessez-le-feu, et cette idée d'un conseil de gouvernance pour la Palestine, et lui qui l'a reconstruit en une sorte de station balnéaire où tout le monde serait à l'aise, gagnant de l'argent. Mais il l'embellit pour Israël, et eux ne le laissent pas faire. Ils disent non, nous allons les tuer, nous récupérerons les otages, et ils bombardent sans cesse encore et encore. Ainsi, ils détruisent le cessez-le-feu, le faux cessez-le-feu que Trump crée pour leur permettre de prendre la Palestine en silence. Ils sont d'une méchanceté si agressive. Ils ne s'arrêteront pas, et le monde ne fait rien. Et comme je le dis, les Palestiniens non plus n'ont rien fait. Il semble que tout le concept de reconstruction de Gaza soit en quelque sorte une nouvelle idée pour que les colons s'y installent. Ils disent que les Gazaouis peuvent y vivre. Mais qui va diriger Gaza? C'est important. Certainement pas les Palestiniens. Ils n'ont jamais été, regardez, ils n'ont jamais été autorisés à le diriger. Ils ne contrôlent pas leurs propres frontières. Ils n'ont pas accès à leur propre littoral. Ils n'ont aucun contrôle sur leur espace aérien. Ils ne l'ont jamais contrôlé. On l'appelle le plus souvent un camp de concentration à ciel ouvert. C'était un endroit où l'on plaçait les Palestiniens chassés de leur village en Cisjordanie, lorsque la Jordanie et le Liban étaient pleins de camps de réfugiés et n'en voulaient plus. Et je veux dire, vous savez, 3 générations de Palestiniens sont nés dans des camps de réfugiés. Je pense qu'il y a plus de Palestiniens dans ces camps à l'extérieur de la Palestine qu'en Palestine même. Donc je pense que c'est une conclusion évidente. La Palestine, c'est fini. Je ne m'en réjouis pas. Cela semble simplement être un fait. Paul, vois-tu une réelle différence entre la Jordanie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite? Ou sont-ils tous pareils? Ils n'ont aucun levier de négociation vis-à-vis des États-Unis. Non, ils n'en ont pas. On pourrait penser que les Saoudiens en auraient à cause du pétrole, mais non, ils n'en ont pas. Les Saoudiens ont essayé, et essayent peut-être encore, de conclure un accord avec le Pakistan. Même si les Pakistanais ne sont pas arabes, ils possèdent des armes nucléaires, et Israël a désormais déclaré que l'Arabie saoudite et le Pakistan faisaient partie de ce qu'ils appellent le Grand Israël. Cela signifie donc que l'Arabie saoudite et le Pakistan peuvent s'attendre au même traitement que la Libye, l'Irak et la Syrie. Peut-être qu'ils s'uniront d'une manière ou d'une autre, et que le parapluie nucléaire du Pakistan couvrira l'Arabie saoudite et servira de contrepoids aux armes nucléaires israéliennes. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il en résultera. Je pense que la chose la plus importante en ce moment, c'est la prochaine rencontre en Hongrie entre Poutine et Trump, si elle a lieu. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes avec cette rencontre. Je ne sais pas si tu veux en parler ou non. Dois-je continuer? Allez-y, et Paul. Oui.
Vous voyez les envoyés représentant Poutine et ceux représentant les États-Unis ou Trump ont leurs propres agendas. Ce sont des hommes d'affaires. Et l'envoyé de Poutine, dans la mesure où mes connaissances sont plus ou moins exactes, agit dans l'intérêt de ses amis du monde des affaires dont les liens se trouvent en Occident, pas avec les BRICS. Ce sont des entreprises qui collaboraient avec des sociétés et des institutions financières occidentales. Et elles devraient tout recommencer à zéro si elles déplaçaient leurs intérêts vers les BRICS. Elles n'y ont pas de relations. Leurs relations sont en Occident. Donc ce que fait l'envoyé de Poutine, à mon avis, Tu parles de Kirill Dmitriev, n'est-ce pas? oui. Ce qu'il fait, c'est réorienter la politique économique russe en l'éloignant des BRICS pour la tourner vers l'Occident. Donc il va tromper Poutine, le pousser à faire des concessions qui permettront à son agenda de l'emporter et qui lui vaudront des points auprès de l'Occident. Et je pense qu'il en va de même pour les envoyés de Trump, Kellogg et Witkoff. Encore une fois, je crois que Witkoff est un multimilliardaire. Kellogg était l'héritier de la fortune des céréales Kellogg. Il a des connexions dans les affaires internationales. Donc eux aussi ont le même motif que Kirill Dmitriev, leurs intérêts économiques. Et c'est pour cela qu'ils agissent, pas pour résoudre le vrai problème, à savoir la présence de l'OTAN et des bases de missiles américaines à la frontière de la Russie. Ce n'est pas leur intérêt. Leur intérêt est de se débarrasser de la situation actuelle en Ukraine. Ils se moquent des concessions que Poutine pourrait faire tant qu'ils parviennent à réorienter l'économie russe vers l'Occident. Je pense que c'est vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi Poutine est si désespéré. Peut-être qu'il ne l'est pas. Il se peut que tout cela ne soit que de la désinformation, vous savez, comme la réunion à Anchorage. On nous avait dit « Oh, Poutine a accepté, il va y avoir un accord. » Mais rien ne s'est produit. Il se peut donc que tout ce discours ne soit que le fait des émissaires qui essaient de positionner Trump et Poutine de manière à ce qu'ils soient obligés de conclure un accord parce que c'est ce que tout le monde attend et que cela résout le problème. Et c'est ça en réalité ce qui se passe. Je veux dire, beaucoup de gens diront que je suis fou et cynique, mais j'en ai assez vu sur la façon dont les gouvernements fonctionnent pour penser que l'explication que je viens de te donner est ce qui se passe réellement. L'idée que Trump, qui ne prête pas attention à ce qu'on lui dit, il est habitué à te dire quoi faire, pas à écouter, comprendrait ce que Poutine entend par un accord, je n'y crois pas une seconde. Je pense toujours qu'il n'en a aucune idée. Et l'accord ne concerne pas seulement l'arrêt du conflit en Ukraine. Cela ne résout rien pour Poutine. Le problème pour Poutine, comme il l'a clairement indiqué, c'est que la Russie n'a aucune sécurité. Il y a des forces de l'OTAN tout autour de ses frontières et des bases de missiles américaines en Pologne et en Roumanie. Et il est probable qu'il y en ait maintenant dans les pays baltes et en Moldavie. Donc, l'Ukraine n'est qu'un endroit parmi d'autres où ils auraient pu installer ces bases. Et il est plutôt difficile d'imaginer Trump tenir tête au complexe militaro-industriel, le complexe militaro-sécuritaire, et dire « Très bien, nous nous retirons des frontières de la Russie ». Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent les profits tirés des armements, de la course aux armements, des conflits. Une telle bête ne sert pas les intérêts de la paix. Personne n'en parle. Je suis, dans une certaine mesure, les discussions des soi-disant experts américains en politique étrangère. C'est principalement du non-sens sur la faiblesse de la Russie et sur la façon dont nous pourrions gagner des guerres nucléaires et toutes ces absurdités. Il n'y a rien de sérieux. Ce type, Mearsheimer, dit certaines choses sensées, mais même lui, je ne pense pas qu'il saisisse l'ensemble du tableau. Et la plupart des autres n'en perçoivent même pas la moindre partie.
Personne ne veut entendre Mearsheimer, Paul Craig Roberts. Personne. Il se moque de ce dont parle Mearsheimer. What Mearsheimer is talking about. Yeah, they don't want to hear him, so you know for certain they don't want to hear him. Oui, ils ne veulent pas l'entendre. Donc tu sais avec certitude qu'ils ne veulent pas m'entendre non plus. And you know, Gilbert, Alors, et tu sais, Gilbert Doctorow, il y a une semaine ou deux, a finalement vu les choses comme moi, que Poutine provoquait la guerre qu'il voulait éviter en acceptant chaque provocation et en n'ayant aucune ligne rouge, ou du moins aucune ligne rouge appliquée. Et il a enfin dit ce que je dis depuis toutes ces années. and he finally said that what Eh bien, l'autre jour, notre ami Larry Johnson a publié sur son site une attaque ad hominem incroyable contre Doctorow. Ce n'était pas écrit par Larry. C'était écrit par 3 personnes dont je n'avais jamais entendu parler. it wasn't written by Larry, it was written by 3 people I've never heard of. It was all total nonsense. It was just nonsense. C'était complètement absurde. But it was a real Juste absurde. Mais c'était une véritable attaque ad hominem, et ils ont complètement mal interprété tout ce que le Dr. Doctorow a dit. Tout ce qu'il a dit, ils ont prétendu qu'il avait dit le contraire. So Donc je ne suis pas là pour m'impliquer dans l'attaque ad hominem de quelqu'un contre quelqu'un d'autre, mais je le mentionne seulement pour montrer qu'on ne peut même pas lancer un vrai débat. you can't even get a debate going. Doctorow a avancé de vrais arguments. Doctorow made Il peut avoir tort, je peux avoir tort, mais il n'y a pas de débat. À la place, ce ne sont que des attaques ad hominem. On ne peut même pas amener ces gens à examiner sérieusement leur propre position. you can't even get these people to seriously examine their own position. There has to be a debate. I believe Il faut qu'il y ait un débat. because Je le after crois, all, Paul. all these Parce que people toutes ces that personnes qui se critiquent les unes les autres pensent malgré tout qu'il faut prendre une décision pour mettre fin au conflit en Ukraine, puisque ce conflit ne mène à rien de bon pour personne. Anywhere good for anybody. Well, you see, the conflict Eh bien, isn't in vous voyez, le conflit n'est pas vraiment en Ukraine. Nous en avons déjà parlé. Le conflit, c'est l'hostilité enracinée du monde occidental envers la Russie. Et cette hostilité enracinée remonte à la révolution bolchevique de Lénine. Elle remonte à la guerre froide qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Churchill a dit qu'un rideau de fer était tombé sur l'Europe. Eh bien, nous avons vécu une guerre froide pendant toutes ces décennies. Eisenhower nous a mis en garde. Le complexe militaro-sécuritaire deviendrait plus puissant que le gouvernement. Et c'est ce qui s'est produit. Nous dépensons des sommes énormes en armement parce que nous préférons avoir des ennemis. Tout cet argent dépensé pour les armements est inutile, surtout depuis que l'Union soviétique s'est effondrée il y a plus de 30 ans. Pourquoi faire de la Russie un ennemi? Why make Russia into an enemy? Soviet Union collapsed, it was gone. Russians were happy. L'effondrement de l'Union soviétique appartient depuis longtemps au passé. Les Russes étaient heureux, ils ne faisaient rien qui nous menaçait. That's the problem. Voilà donc le problème. Le conflit en Ukraine n'est qu'un symptôme de la maladie, pas sa source. Résoudre ce conflit ne résout pas le véritable affrontement, car il ne s'agit que d'un symptôme, non du conflit lui-même. Et en plus de l'hostilité envers la Russie, profondément enracinée dans le monde occidental, nous avons la doctrine de politique étrangère américaine de l'hégémonie. Vous savez, je le répète sans cesse, n'est-ce pas? La doctrine Wolfowitz. L'objectif principal de la politique étrangère américaine est d'empêcher l'émergence de tout pays susceptible de constituer une contrainte à l'unilatéralisme américain. Any country that could serve as a constraint on American unilateralism. Well, that's Russia and China. Eh bien, il y a la Russie et la Chine. Et au Moyen-Orient, c'est l'Iran, s'ils en avaient l'intention. C'est pour cela qu'ils sont considérés comme des ennemis. C'est la seule raison pour laquelle ils le sont. Aucun d'eux ne nous a rien fait, mais ils pourraient constituer une contrainte. L'Iran pourrait être une contrainte régionale, j'en doute, et la Russie et la Chine peuvent être des contraintes à l'échelle mondiale. Cela ne veut pas dire qu'ils le sont, mais qu'ils pourraient l'être, et donc ils doivent disparaître. Nous devons réduire leur pouvoir d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils ne puissent pas nous gêner, ou qu'ils s'alignent sur notre façon de faire et s'y adaptent. Voilà le conflit.
and adjust to it. So that's the conflict, and nothing that will be discussed in the summit. Et rien de ce qui sera discuté au sommet ne traitera de cela. I don't know what Putin is up to. Je ne sais pas ce que manigance Poutine. Je veux dire, il est clair que Trump n'a aucune idée de la position russe. Autant que je puisse en juger, personne dans l'administration Trump ne sait, certainement pas Woodcroft ni Kellogg. Je ne pense pas qu'il s'en soucie. Tout comme je ne pense pas que l'envoyé de Poutine, Kirill, s'en soucie. Il veut simplement s'enrichir. Toute mon expérience au sein du gouvernement m'a montré que c'est un endroit où les gens utilisent leur nomination non pas pour servir un objectif national, mais pour servir leur carrière et leur richesse. Les agendas de ces gens ne coïncident jamais avec l'intérêt public. Jamais. With any public interest. Never. So, Donc je pense que, malgré tout le battage médiatique, à moins que Poutine ne se rende, ce qu'il pourrait faire, car je pense qu'il veut vraiment éviter toute forme de véritable guerre, encore moins une guerre nucléaire. Si l'on regarde à quel point il a été hésitant à mener ce qu'il appelle une opération militaire limitée, une action de police, à quel point il est réticent à combattre même cette toute petite chose, il ne voulait pas d'une vraie guerre. Et il pourrait choisir d'accepter une sorte de proposition de Trump qui sauverait la face de tout le monde, sans même dissimuler le problème sous le tapis. Ce ne serait qu'une autre démonstration du refus de Poutine de s'affirmer, et donc la situation empirerait. Même si Poutine se rendait et acceptait les conditions de Zelensky, cela ne ferait qu'empirer, parce que l'Occident dirait « Regardez comme il a été facile de le dominer à nouveau ». C'est comme si le monde ne s'était jamais opposé à Israël à propos de la Palestine. Et apparemment, Poutine ne va pas non plus s'opposer à l'Occident. Donc cela continuera. Oui, je l'ai déjà dit à cette fois. Ce qui est si troublant dans le comportement de Donald Trump, c'est qu'il pense pouvoir obtenir quelque chose de pacifique, comme ce qu'il a obtenu entre certains États arabes. Mais ce n'est pas entre Israël et les Palestiniens. Je ne sais pas si Trump travaille encore avec d'autres États arabes, ou avec la Turquie, les Européens ou les Iraniens. Qu'est-ce que cela veut même dire? À mon avis, il veut quelque chose de similaire en Ukraine, parce que tout tourne autour de la mise en scène. Ce n'est rien de substantiel. C'est là le problème. Je pense qu'ils arriveront à aucun accord, parce qu'ils en ont pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Je pense que Trump veut un succès qu'il puisse brandir en disant « Vous voyez, j'ai apporté la paix entre la Russie et l'Ukraine, tout comme je l'ai fait avec le Hamas et Israël, ainsi que tous les autres accords de paix qu'il revendique. Et si nous renversons Maduro, ce sera une autre réussite de paix. » Donc je pense que Trump veut simplement quelque chose qu'il puisse appeler un succès. Il est prêt à en payer le prix fort, en faisant pression sur Zelensky et en offrant une couverture à Poutine. Mais cet accord ne résoudra rien. Même s'ils parviennent à un accord, cela ne résoudra rien. Le seul accord qui résoudra quoi que ce soit sera celui où les États-Unis diront « Nous renonçons à la doctrine de l'hégémonie américaine ». Nous voulons la paix dans le monde, et pour y parvenir, nous allons devoir éloigner l'OTAN des frontières de la Russie. C'est ce que nous devons faire, sinon le conflit continuera. Et à terme, même Poutine devra réagir, ou, comme le dit le Dr Rose, il pourrait être écarté, et ils auraient quelqu'un de bien plus nationaliste, bien plus décisif, bien plus enclin à prendre des risques. Le résultat serait pire que si Poutine avait tenu bon il y a longtemps. Je veux dire, et s'il avait simplement envoyé les parachutistes à Kiev en 2014, rien de tout cela ne se serait produit. Rien du tout. Je veux dire, les gangs de rue ne feront pas le poids face aux troupes militaires russes. Mais il n'a rien fait. Il n'a jamais rien fait pour arrêter ce conflit,
qui ne cesse de s'étendre et de s'aggraver. Et bien sûr, Trump a suspendu les Tomahawks pour le moment parce qu'ils ont une réunion. Mais que se passera-t-il s'il sort de la réunion en disant « Eh bien, je ne comprends pas pourquoi Poutine ne tient pas parole ou pourquoi Poutine ne fait pas de compromis ». Alors il recommencera à parler d'envoyer les Tomahawks. Donc ce n'est pas fini. Et comme je l'ai dit, même si Poutine se rend, ce ne sera pas fini. Ce sera juste pire. Ils ne vont pas capituler, Paul. Nous savons que la Russie est dans une bien meilleure position aujourd'hui qu'elle ne l'était avant le début de la guerre en Ukraine. Mais Donald Trump pense d'une manière ou d'une autre qu'il peut faire pression sur l'Inde. Son récent commentaire était qu'il lui avait promis de ne pas acheter de pétrole russe, ce qui, selon des sources indiennes, était faux. Et encore une fois, il l'a répété. Voici ce qu'il a dit, Paul. Et vous savez, vous avez même mentionné qu'il y avait eu un appel téléphonique avec le Premier ministre Modi et que Modi avait déclaré que son pays cesserait d'acheter du pétrole russe. Oui, il va arrêter d'en acheter. Mais l'Inde a dit qu'elle n'était pas au courant de cela. Eh bien, dans ce cas, ils vont simplement continuer à payer beaucoup de droits de douane. S'ils ont dit cela, mais je ne crois pas qu'il l'ait dit. Non. J'ai parlé avec le Premier ministre Modi de l'Inde et il m'a dit qu'il n'allait pas faire l'affaire du pétrole russe. Mais pourquoi l'Inde dirait-elle qu'elle ne va pas faire cela? Je ne sais pas, mais s'ils veulent dire ça, alors ils continueront simplement à faire face à d'énormes tarifs douaniers. Et ils ne veulent pas de ça. On dirait qu'il vit dans sa propre réalité. Parce que nous n'avons rien entendu de l'Inde, allant dans le sens de ce que prétend Donald Trump, qu'ils auraient dit qu'ils n'allaient plus acheter de pétrole russe. Alors, qui va leur fournir du pétrole et du gaz? Qui en est capable? Je ne comprends pas pourquoi il dit ces choses, ni pourquoi il pense que cela nuit à la Russie si l'Inde n'achète pas son gaz et son pétrole. J'ai déjà dit, et Michael Hudson et moi avons écrit à ce sujet il y a quelques années, que la politique économique de l'époque, dictée par cette femme de la Banque centrale à Moscou, était erronée. La Russie n'a pas besoin de devises étrangères. Elle peut financer son propre développement, simplement en créant des roubles. Les devises étrangères sont inutiles. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Eh bien, en ce moment, rien à cause des sanctions. Mais avant les sanctions, d'accord, vous vendez du pétrole, vous obtenez des dollars, mais vous ne pouvez pas dépenser ces dollars en Russie. Vous ne pouvez pas sortir et construire des routes et des ponts, ni investir dans de nouvelles usines et machines. Il faut utiliser des roubles. Alors, que faire des dollars? Les mettre à la banque centrale? Ils restent simplement là. Il faut quand même créer des roubles pour financer le développement. Alors, à quoi bon avoir des dollars ou toute autre devise étrangère? Dans un pays qui possède toutes les réserves de pétrole et de gaz de la Russie, la monnaie devrait être très forte. Elle devrait être recherchée car les gens l'utiliseraient pour acheter de l'énergie, une ressource très importante, et qu'on ne trouve que dans quelques endroits. Tout cela, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a aucune réflexion. Je ne vois jamais de discussion intelligente, sauf dans votre émission. Il n'y en a pas beaucoup comme celle-là. Nous vivons dans un monde sans humanité, et les gouvernements sont tous perdus dans l'absurdité. La seule façon pour eux de faire en sorte que l'Inde cesse d'acheter du gaz et du pétrole russe serait de soudoyer le gouvernement indien. Ils pourraient dire « Tiens, Modi, voici 10 milliards de dollars. Maintenant tu es riche,
Mais cet argent disparaîtra si tu achètes du gaz russe. C'est à peu près tout ce qu'il pourrait faire. J'ai tendance à penser que les pays plus récents ont davantage de chances que leurs dirigeants agissent, au moins parfois, dans l'intérêt national. L'Inde est sortie de siècles de domination coloniale. La Russie et la Chine sont sorties de décennies de régimes communistes hautement irrationnels, où il n'y avait vraiment rien. Je me souviens avoir été envoyé en Union soviétique comme étudiant d'échange au début des années 1960. Il n'y avait littéralement rien à acheter, pas de nourriture, rien dans les magasins. Il n'y avait rien. Nous rêvions tous d'obtenir ces chapeaux cosaques en fourrure russe. C'était un rêve. Personne n'en avait jamais vu un. Ils sont sortis de tout cela. Vous savez, en Chine, pendant la révolution culturelle, toutes sortes de gens innocents ont été traqués et persécutés, et il n'y avait rien à manger. Tout cela est fini. Ce sont maintenant deux sociétés prospères. Je pense donc que la Chine, l'Inde et la Russie ont plus de chances d'avoir des dirigeants qui, au moins de temps en temps, agissent dans l'intérêt public, dans l'intérêt national. Ils ont surmonté tant d'épreuves terribles. Et peut-être l'Iran aussi, puisque leur révolution a eu lieu à la fin des années 1970. Ainsi, eux aussi sont un nouveau pays, libre de nous, libre des Britanniques, libre des Russes. Et cela ne restera probablement pas ainsi. Vous constaterez sans doute que les dirigeants de ces quatre pays, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran, sont plus en phase avec leurs intérêts nationaux et populaires que ceux de l'Occident. Le problème, c'est que la Russie a été tellement conditionnée par Voice of America et Radio Free Europe, et que le système communiste était si terrible, qu'un grand nombre d'entre eux sont simplement pro-occidentaux. Je pense que cela peut rendre difficile pour Poutine de prendre de bonnes décisions. Nous verrons bien. La rencontre entre Trump et Poutine approche. Le considérez-vous comme nos chances de voir cela? Je le pense, oui. Je crois que c'est la dernière chance. Nous verrons si cela a plus d'effet que la rencontre en Alaska dont on nous a dit qu'elle était formidable. Ils s'étaient mis d'accord, blabla. Enfin, rien ne s'est passé. Nous verrons bien. Mais ce qui risque d'arriver, si rien n'en sort que Trump puisse exploiter, c'est qu'il sera profondément déçu. Il fait face à un échec, pas à un succès. Voyez, c'est un risque pour Trump de se lancer dans ce genre d'affaires, car elles peuvent échouer. Et alors, oh, Trump a encore échoué. Si cela se produit, il sera très frustré et amer envers Poutine. Et il en voudra à Poutine, pas à lui-même, ni à ses conseillers. Et on pourra le voir brandir à nouveau les tomahawks. À un moment donné, je ne pense pas que Poutine puisse continuer à ne jamais réagir. Et nous devons être très proches de ce point. Donc, cela pourrait être mauvais. D'un autre côté, si Poutine mettait soudainement l'Ukraine hors de combat, ce qu'il pourrait faire à tout moment, simplement en rendant impossible la poursuite du gouvernement, il n'a jamais essayé d'empêcher l'Ukraine de se battre. Il n'a pas besoin d'utiliser des armes nucléaires. Cela pourrait envoyer un signal à l'Occident indiquant que, eh bien, il est vraiment sérieux après tout. Et cela pourrait rendre l'Occident plus intéressé par une véritable solution, auquel cas ils auront besoin d'un tout autre ensemble de conseillers et de ministres des Affaires étrangères, et non de toutes ces femmes ridicules qui parlent d'aller en guerre contre la Russie. J'ai vu hier, je crois que c'était hier, le ministre suédois de la Défense, je crois que c'était bien lui, dire que la Suède devait se préparer à la guerre avec la Russie. Eh bien, je veux dire, la Suède, pense-t-il qu'il s'agit de la Suède de la guerre de 30 ans, celle qui avait une armée redoutable? Ce n'est pas le cas. Les Suédois ne peuvent même pas protéger leurs propres femmes contre les envahisseurs immigrés. Ils vont faire la guerre à la Russie.
Alors, franchement, je ne peux m'empêcher de rire, parce que c'est tellement pathétique, c'est tellement triste, irréel et dangereux. Tout cela ne sert à rien. And unreal and dangerous. And it's all for nothing. Paul, before wrapping up, the situation with Paul, Venezuela avant de is conclure, la situation au Venezuela devient critique. Donald Trump came out Donald and Trump est sorti et a attaqué Rand Paul. Il a attaqué deux voix importantes au sein du Parti républicain, Rand Paul et Thomas Massie. Rand Paul Ils ne sont pas d'accord avec certaines des politiques de l'administration Trump, dont l'une concerne le Venezuela. of the Trump administration. One of Voici ce que Rand Paul en a dit. Here is what Rand Paul said about Venezuela. De toute évidence, vous avez été très attentif à cette question. Le président Trump a autorisé des frappes militaires contre des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue dans les Caraïbes. Comme vous le savez, jusqu'à présent, plus de 20 personnes, sénateurs, ont été tuées lors de 6 frappes différentes. Pensez-vous que ces frappes contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue sont légales? Non, ils vont à l'encontre de toutes nos traditions. Vous savez, quand on tue quelqu'un et qu'on n'est pas en guerre, pas dans une guerre déclarée, il faut au moins connaître son nom. Il faut l'accuser de quelque chose. Il faut présenter des preuves. Donc, toutes ces personnes ont été tuées sans que nous connaissions leur nom, sans aucune preuve d'un crime. Et depuis des décennies, voire des siècles, quand on intercepte des gens en mer, dans les eaux internationales ou dans ses propres eaux, on annonce qu'on va monter à bord du navire et qu'on recherche de la contrebande de marchandises ou de la drogue. Cela se produit tous les jours au large de Miami. Mais nous savons, d'après les statistiques des gardes-côtes, qu'environ 25% du temps, lorsqu'ils montent à bord d'un navire, il n'y a pas de drogue. Donc, si notre politique consiste désormais à faire exploser chaque navire que nous soupçonnons ou accusons de trafic de drogue, ce serait un monde absurde dans lequel 25% des personnes pourraient être innocentes. L'autre chose à propos de ces vedettes rapides, c'est qu'elles se trouvent à 3000 km de nous. Si elles transportent de la drogue, elles la vendent probablement à l'une des îles près de Trinité ou de Tobago, au large du Venezuela. L'idée qu'elles viennent ici est une énorme supposition, Paul. Paul, the good thing about Rand Paul is Le bon côté de Rand Paul, c'est que je me souviens qu'il a été l'une des principales voix au sein du Parti républicain à soutenir Donald Trump pendant l'affaire du Russia Gate. Et maintenant, il s'en prend à Rand Paul, demandant aux habitants du Kentucky de le destituer de son poste. Qu'est-ce que c'est que ça? Comprend-il que ces gens, Does he understand that these people Stupidity. It's stupidity. Ego. Stupidité, c'est de la stupidité, de l'ego et de la stupidité. Vous voyez ce que Rand Paul aurait pu souligner, c'est que si vous montez à bord d'un navire dans les eaux internationales, vous avez enfreint le droit international. Ce que les Français ont fait à ce cargo russe ou pétrolier, peu importe, dans la mer du Nord ou la Baltique, constituait une violation du droit international. Mais encore une fois, Poutine a simplement ignoré cela. Donc, il faut que ce soit dans vos propres eaux territoriales avant que vous puissiez, je pense, légalement monter à bord d'un navire. Sinon, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Ce sont des eaux internationales. Cela ne vous concerne pas. Mais ce que Rand Paul pourrait dire, c'est « Regardez, aux États-Unis, sortons-nous simplement à la recherche de trafiquants de drogue présumés ou possibles pour les abattre. » Non, la police serait arrêtée pour meurtre. Il faut les arrêter, rassembler des preuves, les inculper, les traduire en justice. Mais nous n'avons pas le droit, personne en Amérique, ni agent fédéral, ni policier local ou d'État, n'a le droit de simplement abattre des trafiquants de drogue présumés. C'est du jamais vu. Alors pourquoi aurait-il le droit de tirer sur des personnes soupçonnées dans les eaux internationales?
Ce que fait Trump est clairement un crime énorme. Il commet des crimes en notre nom. Cela ne devrait pas être permis. C'est affreux. De plus, l'idée que le Venezuela soit une sorte de grande source de drogue aux États-Unis est absurde. Je veux dire, et le Mexique alors? S'il veut bombarder le Venezuela parce qu'il dit, ou qu'un idiot lui a dit que le Venezuela fabrique de la drogue et l'envoie en Amérique, eh bien alors il peut bombarder le Mexique. Nous savons qu'il fabrique de la drogue au Mexique, ici même. Et il peut bombarder la Chine, parce que, selon certains rapports, ils peuvent être totalement faux, on ne sait plus à quoi se fier, le fentanyl qui a tué George Floyd serait fabriqué en Chine et vendu ici. Alors, on va aller bombarder la Chine. Et où cela nous mènera-t-il? Tout cela. Écoutez, cette histoire de drogue n'est qu'un prétexte pour renverser un gouvernement qui a dépossédé les États-Unis des avoirs du Venezuela. Nous avions ces avoirs. Chavez a été élu, probablement l'un des premiers à vraiment représenter les Vénézuéliens, et il les a nationalisés en disant « Écoutez, qu'est-ce que vous faites avec notre propriété ?» C'est à nous, et nous n'avons jamais pardonné au Venezuela. Et Maduro est le successeur de Chavez. Eh bien, je vois, d'après les rapports, encore une fois, on ne sait jamais ce qui est vrai, mais il paraît que se sentant menacé, Maduro aurait proposé de rendre la compagnie pétrolière d'État au marché, simplement pour éviter d'être bombardé et pendu comme Saddam Hussein. Et nous n'avons pas sauté sur l'occasion. Donc clairement, nous voulons simplement nous débarrasser de tout gouvernement en Amérique du Sud qui représente le peuple, plutôt que les banques de New York et la United Fruit Company ou quoi que ce soit d'autre. C'est donc un acte flagrant d'impérialisme américain. C'est tout. S'il y a de la drogue, alors ils devraient intercepter les bateaux, fouiller les bateaux. Au moins, dans ce cas, ils pourraient dire qu'ils ont trouvé de la drogue. Mais s'ils interceptent les bateaux dans les eaux internationales, ils enfreignent le droit international. Et rien n'indique que la drogue était destinée à venir ici. Je veux dire, s'ils interceptent un bateau avec une caisse étiquetée livrée à un tel en Floride, c'est peu probable que ce soit le cas. Donc ici, on voit que Trump n'arrive pas à écouter les bons conseils. Il n'arrive pas à écouter un type qui est sincèrement de son côté, qui a essayé de le défendre pendant l'époque du Russia Gate, quand la CIA, le FBI, le Parti démocrate et un tas de républicains essayaient de piéger Trump et de l'envoyer en prison. Et c'était l'un des rares types à se battre contre ça. Et pourtant, il refuse toujours de l'écouter. Donc c'est pas de bon augure qu'il soit prêt à écouter Poutine. Exactement. Je pense que c'est bien là le problème. Oui. Merci beaucoup, Paul. C'est toujours un grand plaisir de parler avec toi. Eh bien, Nima, j'apprécie vos questions. Vous me faites réfléchir, même en fin d'après-midi. Vous savez, il est en fait déjà passé l'heure du cocktail. Très bien, Nima, merci. Merci pour votre attention. Et j'espère que le public apprécie les efforts que vous fournissez, car parvenir à une compréhension claire est presque impossible. Quoi qu'il en soit, vous faites de votre mieux. Merci. À bientôt. Au revoir.